Irma Schiffer, en conversation avec Ronald Bernard. Ronald, vous avez une solide expérience dans le secteur de la finance, dans la gestion d'actifs si j'ai bien compris. Pouvez-vous nous raconter votre parcours et combien de temps vous y avez travaillé ? Eh bien, ma vie a été bien plus compliquée que cela. En fait, j'ai été entrepreneur tout au long de ma vie. L'indépendance était pour moi une des composantes clés. La seule fois où j'ai essayé d'être un employé, ça n'a pas marché. En tant qu'entrepreneur, j'ai été amenée à travailler dans plusieurs secteurs, en relation directe avec le monde de la finance. Toutes mes autres sociétés, comme ma propre ligne de vêtements féminins, une concession auto et aussi l'importation et l'exportation, m'ont conduit à un point où, pour bâtir ma propre fortune, j'ai dû m'intéresser au monde de la finance. Dans l'import-export, lorsque vous travaillez avec plusieurs devises, vous devez passer par un courtier pour les opérations de change. Puis un jour, un de ces courtiers m'a dit « Ronald, cela fait un moment que je t'observe et tu es toujours très occupé. Tu gagnes de l'argent, nous le savons bien, mais quel est ton objectif ?» Ce à quoi j'ai répondu « Mon objectif est de gagner un maximum d'argent. Pour moi, plus je possédais d'argent, plus vite je pouvais prendre ma retraite avec une bonne situation. En gros, tout ce qu'on peut vouloir s'offrir dans la société, du moins, c'est ce que je pensais à cette époque-là. » Alors ce courtier m'a répondu « Dans ce cas, arrête tout. Tout ce que tu es en train de faire maintenant. Lance-toi dans la gestion de l'argent, entre dans le monde de la finance. » C'est ainsi que ça a commencé, pour répondre en partie à votre question initiale. Ce courtier travaillait sur le marché de change. Il traitait en devises, déposites. Pour simplifier, il négociait des actifs. Et il faisait de l'argent en profitant des écarts entre les taux d'intérêt dans la gestion de ses actifs. Toutes ces particularités formaient un ensemble attractif, alors j'ai accepté. Il a répondu « Très bien, tu peux prendre ma place, je vais te former et t'introduire dans le réseau. En échange, tu me donneras 10% de tes gains annuels. » En gros, il m'a vendu sa place de négociateur sur les marchés, en échange d'une commission annuelle de 10%. J'ai répondu oui, ça m'allait très bien. Il a ajouté, mais il y a une chose que tu dois savoir. Si tu es incapable de mettre ta conscience au congélateur, et par congélateur, j'entends à moins 100 degrés, pas à 18 degrés, alors ne le fais pas. Voilà le message. Tu veux gagner beaucoup d'argent, tu peux l'obtenir et je peux t'y aider, mais le prix à payer est très élevé. Parce que tu ne peux pas faire ça en gardant la conscience tranquille. Cela m'a fait rire, j'étais encore jeune et naïf. Étant jeune, les conditions dans lesquelles je suis entrée dans la vie étaient loin d'être idéales. Cela a eu des conséquences sur ma façon de voir le monde et l'humanité. Que voulez-vous dire par là ? Vous avez grandi dans une famille sans amour ? Ma mère a toujours fait de son mieux pour que nous nous sentions aimés. Mais elle était constamment gênée par le comportement de mon père. Et nous nous sentions sans arrêt en conflit les uns avec les autres. Ce n'était pas vraiment une situation modèle dans laquelle grandir sereinement. Grandir dans ce genre d'environnement m'a fait comprendre que le monde était très loin d'être quelque chose de formidable. Donc, mettre vos consciences au congélateur semblait être approprié à ce moment-là. Je le faisais déjà partiellement par instinct de conservation. Mettre ma conscience au congélateur me semblait pas bien difficile à faire, en fait. C'est devenu un mécanisme de survie pour vous ? Oui. Mais ma vision de l'humanité et du monde m'entourait était tout sauf quelque chose de positif.
Je pensais seulement à moi. Ayant déjà grandi avec cet esprit d'autoconservation, j'ai finalement accepté. Lentement, j'ai commencé à établir ma propre clientèle. Alors que vos compétences s'améliorent dans ce réseau et que vous vous impliquez de plus en plus profondément, il s'avère que le monde est vraiment tout petit. Éventuellement, vous finissez par le remarquer. Même lorsque je travaillais encore dans l'import-export, dans le négoce du grain ou autre, vous remarquez ces petits cercles. Et si nous parlons de cercles qui se trouvent au cœur même du système, je ne parle pas de celui du simple employé de banque, mais de celui où circulent ces vastes flux de capitaux utilisés pour les échanges. Vous parlez des flux d'argent mondiaux, pas de ceux des Pays-Bas en particulier, là où vous avez commencé à travailler? Les Pays-Bas jouent un rôle distinct dans les affaires, mais le monde ne tourne pas uniquement autour des Pays-Bas. Les Pays-Bas sont juste une partie de cet énorme système financier mondial. Vous devez passer par les marchés de change si vous souhaitez effectuer des transactions officielles. Plusieurs de ces banques qui s'occupent d'échanger les devises se voient attribuer certaines missions pour le compte de clients qui se trouvent en situation difficile. C'est ici que des gens comme moi interviennent, des prête-noms par lesquels transitent des énormes flux de capitaux. La législation internationale nous permet certains montages financiers pour déplacer cet argent de telle manière à ce que tout semble OK. Ainsi, tous les superviseurs, tous les organismes de réglementation mis en place dans le monde entier, ils ne voient rien de ce qui se passe. Comme le scandale autour de Panama, il y a 1 an ou 2 environ. Les Panama Papers? Oui. Évasion fiscale? Je pense qu'il s'agissait plutôt d'évitement fiscal. L'évasion fiscale, c'est lorsque vous brisez toutes les règles. Ici, nous parlons d'évitement fiscal. Quand vous voyez ce qui s'est passé là-bas, je me dis qu'il n'y a vraiment rien de nouveau. Pourquoi s'embarrasser avec ça? Ce n'est rien, c'est vraiment insignifiant. Néanmoins, pour les gens normaux, c'est un scoop. Sauf qu'en réalité, ça ne l'est pas vraiment. Cela nous montre juste qu'il y a quelque chose qui fonctionne très mal dans le monde. Aux Pays-Bas, par exemple, il y a des personnalités qui possèdent des comptes bancaires au Panama, bénéficiant d'une législation qui leur permet de ne pas payer d'impôts aux Pays-Bas, ce qui encore est complètement légal. Ce genre de montage faisant partie de mon travail, lorsque nous avions à changer de devise, nous avons eu bien d'autres opérations de change lors du premier boycott en Irak au début des années 90. Il y a eu un boycott en Irak lorsque la guerre a commencé. Nous avons été confrontés à ce que nous appelions le dollar irakien. Ces dollars irakiens, lesquels étaient en fait des dollars américains. Le dollar américain est en relation directe avec le cours du pétrole, ce qui fait de cette devise un instrument d'échange indexé sur le pétrole. Tant que cette connexion est en place, le dollar a de la valeur. Officiellement, il n'était pas permis aux Irakiens de vendre leur pétrole à cause du boycott. En théorie, bien sûr, le business du pétrole n'a jamais été aussi florissant, avec des prix au rabais dans ces cas. Parce que officiellement, ce n'était pas permis. Cependant, avec une remise, ils continuaient de franchir les frontières. Ces dollars, parce que l'énergie a toujours été payée en dollars. Donc ces dollars irakiens devaient bien aller quelque part. Mais où? Vous ne pouviez tout simplement pas vous présenter à la banque à cause de ces contrôles effectués par ces organismes de régulation pour lutter contre le blanchiment d'argent et la criminalité. Ça n'avait rien de nouveau à cette époque. Aujourd'hui, on appelle ça terrorisme. Mais là aussi, c'était le cas. Donc vous aviez besoin de personne pour porter le chapeau. Prenons l'Allemagne, par exemple. Comme prête-nom, vous étiez invité par la banque,
dans des souterrains pleins de camions remplis d'argent. Et là, vous vous dites, des camions, bien sûr, ces compagnies de transport sont bien occupées. Suivez-moi, et il vous montre le contenu de tous ces camions entièrement remplis de dollars. Et ils vous disent qu'ils ont besoin de se débarrasser de tout cela. Il nous faut des livres, des marques, de façon à ce que ça aille là et là. Sommes-nous en train de parler de blanchiment d'argent, là? Oui, bien. Traitement de liquide, de telle manière à ce que nous puissions le réinjecter légalement dans le circuit monétaire. Et c'était votre mission? C'était une mission que mes collègues et moi avions reçue. Vous n'êtes jamais seul dans ce type de mission. Vous ne pouvez pas faire tout ça vous-même. C'est impossible. Tout le monde connaît Picsou en train d'écoper l'argent avec sa pelle. C'est littéralement ce que nous avions à faire là-bas. C'est impossible de tout traiter en une seule fois. Donc, vous aviez besoin de trouver une solution, les espèces étant le moyen de paiement. Alors qu'aujourd'hui, presque tout est... Donc, il vous fallait trouver un moyen de traiter tout ce liquide. Comment réintroduire tout cet argent dans le circuit afin que l'Irak puisse continuer de négocier son pétrole sans entrave? Puisque ce sont eux qui possédaient l'argent. L'Irak ne voulait pas. Regardez, vous parliez de blanchiment d'argent, alors que c'était à cause du boycott. Que l'Irak devait s'en tenir aux règles Et vous savez, tout ce que vous avez à faire pour savoir ce qu'il se passe dans le monde, c'est de suivre l'argent. C'est tout ce qu'il y a à savoir. N'importe qui peut dire blablabla. Assurez-vous de suivre l'argent et vous découvrirez la vérité. Même chose, ici. La seule chose que l'Irak et ses partenaires économiques voulaient, c'était de rester libre de toute accusation. N'oubliez pas que ceux qui achetaient le pétrole étaient justement ceux qui avaient ordonné le boycott. En fait, ils sont tous amis et du même côté. Tout le monde s'imagine qu'ils sont ennemis comme s'il y avait les bons dans un camp et les mauvais dans l'autre. Mais à des niveaux supérieurs, c'est juste un jeu. Ils travaillent tous ensemble. Toutefois, ils doivent s'en tenir aux règles et aux règlements qu'ils ont eux-mêmes créés. Pour maintenir le reste de la société dans l'ignorance et s'assurer que le sommet ne soit pas trop saturé. Donc vous devez jouer selon vos propres règles. Ce qu'il faut dans ce cas, c'est être certain que personne ne puisse remonter jusqu'à vous. En dehors de l'élite elle-même, personne dans les rangs inférieurs ne doit découvrir ce qu'il se passe réellement. Compartimenté, on peut le définir ainsi? Oui. Chacun fait seulement ce qu'il a à faire. L'élite seule sait ce qui se passe. Comme nous faisons le sale travail, il fallait que nous en sachions plus, parce que nous ne pouvions pas nous permettre de faire la moindre erreur. Jusqu'où avez-vous été dans cette pyramide? Étiez-vous proche du sommet? Eh bien, nous étions en contact avec eux. D'accord. Lorsque j'occupais cette position, mon ego aurait adoré faire partie du sommet lui-même. Dès nos jours, nous parlons de 8 500 personnes qui dirigent le monde entier. Ça aurait été fantastique pour moi d'accéder à une telle position autrefois. Bien, si nous disions qu'au sommet de la pyramide, ils sont 100% au courant de tout ce qui se passe, avez-vous une estimation de ce que vous saviez et de ce que vous compreniez de ce qui se passait? Dans mon travail, je me devais d'être informé à 100% de ce qui se passait. Il n'y avait pas d'autre moyen. Les intérêts des personnes impliquées étaient énormes, en particulier pour ceux qui étaient placés au sommet. Si je ne connaissais pas tous les détails, j'aurais inévitablement fini par commettre des erreurs. Ce qui aurait causé des retombées, parce que ces erreurs auraient immédiatement été détectées. Des personnes qui ne savent rien de tout cela seraient intervenues. Pour occuper une position avec un tel niveau de responsabilité, il vous faut des nerfs d'acier. Avez-vous des nerfs d'acier? Oh oui, ça a bien marché. Le congélateur a très bien marché pour vous. Oui, j'ai joué au plus haut niveau environ 5 années. Et puis ça a été fini? Tout s'est arrêté? Ce fut un moment très intense pour moi. Oui, c'est arrivé soudainement. Il y avait une raison. Bien, la chose est que
J'ai donné un petit exemple de ce dans quoi j'ai été impliquée. Dans ce cas, il s'agissait d'échanges, de devises, dollars vers autre chose. Comment était-il déposé de manière sûre? Les gestions de ses actifs, de sorte qu'il y avait un taux de rentabilité suffisant pour réinvestir cet argent. Le niveau atteint au cours de ces 5 années, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Vous devez gagner votre place. Ces compétences pour connecter les points, rassembler les informations de manière à obtenir une vision globale, tout cela doit être pris en compte sur le terrain. C'est un processus détaillé et complexe. Vous sortez du lot lorsque vous êtes doué pour ça. C'est la raison pour laquelle 100% des informations en rapport avec mes activités m'ont été confiées. Je ne savais pas tout ce qu'ils savaient. Tout ce que j'avais besoin de connaître était en rapport avec les cas sur lesquels je travaillais avec mes collaborateurs. J'étais souvent mis à la tête des opérations à cause de cette aptitude à cerner la situation. Vous réagissiez rapidement. Oui, j'avais une approche novatrice pour résoudre ces problèmes. C'était amusant de créer des solutions, toujours avoir une longueur d'avance, être plus malin qu'eux. Tout en respectant les règles, je me jouais en faisant tout correspondre à la perfection. J'adorais ce jeu. D'un autre côté, vous aviez de grandes responsabilités et vous en appreniez de plus en plus sur ce monde, ce rituel. À travers le monde de la finance, vous appreniez la vérité. Vous dites tout, mais quoi? Les clients vous donnent un aperçu de comment le monde fonctionne vraiment. Avec le recul, je ne savais pas encore tout, mais j'en savais déjà beaucoup. Mes clients étaient des banques. Elles ne voulaient pas de sang sur les mains. Mais au sein de ces banques, il y a toujours une poignée d'initiés qui sait très bien ce qui se passe. Quelque chose comme 1% du personnel bancaire sait ce qui se passe réellement à travers le monde. Ce qui n'a rien de surprenant, puisque cet argent, ceux-là sont vos clients. Mais vous devez également négocier avec les gouvernements, les multinationales, vous devez négocier avec les services secrets et avec ce que nous appelons aujourd'hui les organisations terroristes. Vous avez donc tous ces groupes et cela représente beaucoup d'argent et beaucoup de clientèle. Vous commencez à voir les connexions, comme vous l'avez dit, certaines sont cloisonnées en fonction. Quand vous êtes au milieu, vous voyez comment ils interagissent les uns avec les autres. L'argent vient de là, il va ensuite ici, etc. Continuellement, vous obtenez des informations qui vous donnent un aperçu. Vous devez travailler pour que tous ces groupes soient contents. Organisations terroristes incluses, tout le monde doit être satisfait. Oui, mon Dieu. C'était mon travail. Jouer sur tous les tableaux, c'est ça? Oui, en effet. Une des choses que j'ai découvert, que j'ignorais avant, mais que je sais maintenant. C'est à propos des services secrets. Vous pensez qu'ils sont là pour servir et protéger le pays, etc. Mais en fait, ce sont des organisations criminelles. Plus précisément, c'est le système qui est criminel. Nous parlons ici de financer, puis de créer des guerres. En gros, il s'agit de créer beaucoup de misère dans le monde. Donc de nombreux conflits. Oui. Je me disais en moi-même, si seulement les gens savaient comment fonctionne réellement ce monde. Les services secrets, rien ne les arrête. Rien. Ils ont aussi leur flux d'argent. Ces flux sont issus du commerce de la drogue, du commerce des armes et celui des gens aussi. Tout cet argent doit bien aller quelque part. Tout doit être financé. Vous dites, si les gens savaient, vous confirmez que c'est ce qu'ils font? Tous, sans exception. D'accord. Le monde entier, tel que nous le concevons, est juste une illusion à laquelle nous croyons. C'est quelque chose que vous finissez par découvrir, et c'est là où tout s'est mal passé pour moi, pour ainsi dire. Plutôt bien, je dirais. Avec du recul, oui, c'était pour le mieux. C'est là que mon congélateur a commencé à se montrer un peu défaillant. Beaucoup de choses arrivaient dans une des salles du marché où je me suis rendue un jour. Un de mes collaborateurs m'a dit «
Ronald, tu te rappelles du deal avec la lyre italienne? Je mentionne cette anecdote de temps à autre. Tu te rappelles de ces deals quand nous avons vendu la lyre à une très grande quantité? Cette vente massive a provoqué une chute du cours de la lyre et la valeur de la devise a plongé. Ce qui a causé à une entreprise en Italie d'être frappée de telle manière qu'elle a fait banqueroute. Et là, vous entendez, tu te rappelles du succès de ce deal avec la lyre? Oui. Après, ils vous disent, tu savais que le propriétaire de la boîte s'est suicidé en laissant une famille derrière. Des choses comme ça. Aïe. Et ça nous faisait rire. Ah, tous ensemble, tous. Nous regardions les gens de haut, nous moquions d'eux. C'était juste de la marchandise, des moins que rien. La nature, la terre, tout pouvait brûler et être détruit. Juste des parasites. Tant que nous achevions nos objectifs et tant que nous faisions ce qu'il fallait. Plusieurs de mes collaborateurs ont fini par consommer de la drogue et de l'alcool. Moi non, peut-être que j'aurais dû. Ou pas. Non, avec du recul, c'était pour le mieux. Et je suis heureux d'être encore en vie. Toutes ces choses horribles ont commencé à me dévorer intérieurement. Pouvez-vous nous donner un exemple? Car j'ai le sentiment que ces choses terribles vous sont arrivées. Oui, c'est une partie de moi assez difficile à aborder. Je l'ai bien senti. Dites-nous juste ce que vous souhaitez partager. Oui, je parle seulement de choses que je veux dire. Mais il y a en fait ce qu'il faut ressurger beaucoup d'émotions. Avec ma conscience hors du congélateur, elle me touche. Oui, je le ressens de la même manière, oui, très bien. Pouvez-vous me dire quelle est la pire des choses qui vous soit arrivée? Celle qui a fait basculer votre situation? Eh bien, le début de la fin, quand vous pénétrez aussi profondément dans l'intimité de ces cercles, vous signez un contrat à vie, pas avec du sang ou autre. Un contrat dans lequel vous vous engagez à ne jamais dévoiler le nom des entreprises, des organisations, des personnes. Je pense que c'est pour cette raison que je suis toujours en vie. Et vous devez vous y tenir. Si nous devons parler de la pire des choses que j'ai vécues, jusqu'ici je ne vous ai parlé que des choses qui perturbaient ce congélateur. Ma conscience elle-même commençait à ressurgir. Voyons les choses ainsi. J'ai suivi un entraînement pour devenir un psychopathe. Je n'ai pas terminé cet entraînement, je ne suis pas devenu un psychopathe. Ma conscience a repris le dessus et ce fut la partie la plus difficile pour moi. Ma position était si excellente. J'avais du succès, j'avais la confiance des personnes qui opèrent à ce niveau. Pour faire court, la plupart de ces gens n'adhèrent pas aux religions conventionnelles dominantes. Ainsi, vous avez les catholiques, les protestants et toutes sortes d'autres religions. Ces gens-là, la plupart d'entre eux sont des lucifériens. Vous pouvez dire que la religion n'existe pas. C'est un conte de fées, rien de tout cela n'est réel. Pour ces gens, c'est la vérité, c'est réel. Ils servent quelque chose d'immatériel, celui qu'ils appellent Lucifer. J'étais en contact avec ces cercles. Je m'en moquais. Pour moi, ce n'était juste que des clients. J'étais invitée dans des endroits que l'on nomme les églises de Satan. Sommes-nous en train de parler de satanisme? Oui. Je suis allée dans ces églises, juste en tant que visiteur de passage. J'ai assisté à leurs messes avec des femmes nues, des liqueurs et plein d'autres choses. Je trouvais ça amusant. Je ne croyais pas du tout en ces choses. J'étais très loin d'être convaincue que tout cela était bien réel. C'est juste un spectacle pour vous. Oui. Pour ma part, les ténèbres, ce mal se trouvait confiné au sein même de ces personnes. Je n'avais pas encore fait le rapprochement. J'étais invitée dans ces cercles et je trouvais cela très amusant de regarder toutes ces femmes nues et le reste. C'était la belle vie. Arrivé à un certain point, et c'est pour cela que je vous parle de tout ça, j'ai été invitée à participer à des sacrifices à l'étranger.
Ça a été le point de rupture des enfants. On vous a demandé de le faire? Oui, je n'ai pas pu faire ça. Voulez-vous que nous arrêtions un moment? Non. Non. Après ça, j'ai commencé à sombrer progressivement. J'ai moi-même traversé de rudes épreuves étant enfant et cette réalité m'a profondément affectée. Ça a tout changé. C'est le monde dans lequel je vivais. Après ça, j'ai commencé à refuser des missions dans mon travail. Je ne pouvais plus continuer à le faire, ce qui faisait de moi une menace. Pour eux, bien sûr. Je ne fonctionnais plus de façon optimale. Mes performances en pâtissaient et j'avais refusé même des missions. Je n'y avais pas participé. Comme leur but principal dans ce monde est d'avoir tout le monde dans la poche, vous devez accepter la soumission par le chantage. La nature de ce chantage s'est avérée fatale pour moi lorsque je regarde en arrière. Il voulait le faire par le biais de ses enfants. Et ça m'a brisé. Est-ce que le chantage n'a rien de nouveau, mais est-ce qu'ils le font aussi en politique? Si vous faites des recherches sur Internet, vous trouverez suffisamment de témoignages pour vous rendre compte que ces histoires sont loin d'être des contes de fées pour enfants. Malheureusement, la vérité est que ce phénomène est mondial et qu'il s'exerce dans ces pratiques depuis des milliers d'années. J'ai étudié la théologie et même dans la Bible, vous trouvez des références à ces pratiques parmi les Israélites. La raison pour laquelle les 10 premières tribus furent bannies et conduites à Babylone, c'était à cause de ces rituels infanticides. Des enfants étaient offerts en holocauste. C'est quelque chose de pertinent et tout cela m'a poussé à croire. J'ai réalisé que dans la vie, il y a des choses qui vont bien au-delà de ce que nous pouvons voir. Il y a un monde invisible. Nous parlons vraiment des ténèbres et d'une manifestation de lumière. J'ai dû m'intéresser à la théologie pour donner un sens à tout cela. La psychologie également, si mes souvenirs sont corrects, non? Oui, mais ça, c'était dans ma vie d'avant. Hein. Grâce à la psychologie commerciale, la psychologie des masses, j'étais capable de tourner la situation à mon avantage. C'est effrayant. Si on creuse la question, on découvre des telles choses comme Tavistock, contrôle mental, MKUltra, Monarque, etc. Oui, c'est exact. Tout cela fait partie du travail. Grâce à la formation, j'ai approfondi le sujet. Lorsque vous passez des accords, vous devez également manipuler les médias aussi. Vous devez manipuler beaucoup de choses pour sauvegarder les apparences. Tout est déformé pour paraître différent. Vous voyez les gens comme un troupeau de moutons. Vous placez un couple de chiens pour les conduire dans une direction. Pour être honnête avec vous, je le vois encore aujourd'hui tout autour de moi. Malheureusement, le système et les méthodes que nous avions l'habitude d'utiliser fonctionnent toujours. Les gens sont encore traités de la même manière. Ils ne comprennent toujours pas comment ça marche. Ils en sont encore au stade où, tant qu'ils ont leur bière, peu importe le reste. Complètement centrés sur eux-mêmes. C'est aussi un mécanisme de survie. Je veux dire, cela fait aussi partie du programme après tout. Mais vous voyez comment il est facile de les conditionner pour les orienter dans certaines directions lorsque vous êtes celui qui tire les ficelles. Psychologie des masses. Et oui, et plus tard, bien plus tard, au cours de toutes ces recherches, je suis tombée sur un document qu'ils prétendent être faux, bien sûr. Le protocole de Sion. De nos jours, je recommande à tout le monde de lire ce document incroyablement pénible, même si c'est en diagonale, jetez-y un œil. Nous parlons du sionisme. Oui, bien sûr. Si vous lisez le protocole de Sion, que vous les étudiez sérieusement et que vous en compreniez le sens, après, c'est comme si vous lisiez le journal de la vie au quotidien. Comment, de leur position avec un pouvoir ultime, et par dit ultime, j'entends qu'il est devenu au sens littéral.
mais seulement parce que les gens ne réagissent pas. Ils ignorent ce qu'est la réalité. Nous avons tous été programmés. Si vous osez dénoncer le sionisme, on vous traite d'antisémite. Et après, ils essayent de... Le négatif. Vous pouvez appeler ça le mal, les lucifériens, les satanistes, mais peu importe comment vous les appelez, c'est une entité réelle. J'ai découvert que cela a été écrit dans la Bible. Et pas seulement la Bible, vous pouvez le vérifier dans de nombreux autres livres. Il y a réellement eu un moment de séparation dans cette manifestation de la lumière, dans laquelle un groupe a suivi son propre chemin, tout en étant lui-même animé d'une haine intense, d'une grande colère. Les gens qui n'en sous-estiment pas l'essence funeste sont peu nombreux. Cette force destructrice vous hait de toutes ses tripes. Elle hait la création, elle hait la vie. Elle ferait n'importe quoi pour que tous nous anéantir complètement. Et le moyen d'y parvenir, c'est de diviser l'humanité. Diviser et conquérir, c'est ça leur vérité. L'humanité est une manifestation de lumière. C'est ça la vraie création. Tant qu'elle peut être divisée, que ce soit en partis politiques, à cause de la couleur de la peau. Pour ne nommer que cela, vous, de votre point de vue, en tant que luciférien, c'est éliminer tout le potentiel de l'ennemi. C'est là toute leur puissance. Ils ne peuvent pas se défendre, parce que si cela arrivait, les lucifériens perdraient. Et ce monstre de cupidité disparaîtrait. Pour l'anecdote, je parle souvent de ce vieux général américain qui plonge dans le noir une salle entièrement pleine de gens. Les yeux finissent par s'habituer à l'obscurité, mais vous ne pouvez pas voir. Le général ne prononce pas un mot, puis soudain, une petite lumière jaillit de son briquet. Mais à cause de cette longue exposition à l'obscurité, vous assistez à une manifestation de la lumière émanant de sa source, et les gens peuvent à nouveau se voir les uns les autres. Puis il dit, ceci est le pouvoir de la lumière. Joli, l'unité. Tous ensemble. Et toute cette merde cesse d'exister. Voilà à quelle vitesse cela pourrait arriver. C'est quelque chose de facile à dire pour moi aujourd'hui, mais il y a une période dans ma vie, où tout s'est effondré. Vous pouvez nous en dire un peu plus à ce sujet? C'est arrivé comment? Est-ce que parce que vous aviez été invité à... J'ai commencé à refuser des missions. Ma conscience est revenue après ce qui m'avait été demandé de faire à ces enfants. Après cet événement, j'ai commencé à refuser de plus en plus. J'avais une conscience et je n'arrivais plus à fonctionner. Mais vous avez continué de montrer à votre travail. Je n'avais pas vraiment le choix. J'avais mon propre business, des bureaux, du personnel. Les affaires continuaient de tourner. Cela a dû être difficile. Oui, très difficile et très tendu. D'un côté, il y a une gestion de l'argent à un niveau très élevé que vous ne pouvez pas vous permettre de faire la moindre erreur. Sinon, tout s'effondre en provoquant un effet domino. Votre entreprise, toutes les personnes qui y sont associées se retrouvent ruinées, et vous inclus. Là, vous êtes complètement foutu. Vous êtes soumis à une énorme quantité de stress. Si en plus on y ajoute une conscience qui refait surface... J'ai été prévenue quand je me suis engagée là-dedans. Si tu es incapable de mettre ta conscience au congélateur à moins 100 degrés, ne le fais pas. C'est à ce moment-là que vous l'avez réalisé. Oui, j'ai compris. Sauf que c'était loin d'être une plaisanterie. Je n'ai absolument pas compris dans quoi je me mettais les pieds. Votre congélateur est tombé en panne. HS, je ne pouvais plus en le faire. J'ai essayé d'en venir à bout pour sauver les apparences. Je ne savais pas comment me sortir de là, j'étais piégée. Tous les autres étaient piégés. Inévitablement, tout cela a fini par m'achever. Mon corps a tout simplement lâché. La première chose que j'ai vue, c'était ma mère en train de pleurer dans la salle de soins intensifs. Vous avez fini aux urgences? Oui, mon corps a complètement lâché. Carrément lâché. Oui, oui. Je ne croyais encore en rien à cette époque. Je me rappelle de ce que j'ai vu à un coin de la pièce. J'étais en train de me regarder. Vous avez eu une EMI.
Je les ai vus me donner les soins. Vous pouvez appeler ça comme ça, je me suis vue. Mais je n'étais pas dans mon corps. Je suis à l'intérieur de mon corps. Mais je ne suis pas... Je les ai vus me donner des soins. Pendant très longtemps, j'ai hésité à en parler. Ce n'est que bien plus tard que j'en ai parlé. Quand c'est arrivé, j'avais déjà beaucoup étudié le sujet et je commençais déjà à croire. Je comprenais bien mieux l'aspect spirituel et matériel des choses. À ce stade, cette expérience intense m'a permis de trouver ma propre place. De réaliser que je ne suis pas que mon corps, qui n'est juste qu'un vaisseau. Après avoir vécu tout cela, il m'a fallu longtemps pour récupérer. Oui, j'étais une épave. J'étais complètement démolie. Il a fallu 1 an pour que mon corps puisse récupérer. Je n'ai pas vraiment envie de rentrer dans les détails, mais dans ces cercles, j'ai été physiquement torturée pendant mon temps de sortie. Afin de s'assurer que jamais je ne briserais le contrat de confidentialité. J'ai été enlevée durant une certaine période de temps. Si j'ai reçu un traitement, tous ces facteurs additionnés les uns avec les autres ont fait monter le stress de plusieurs crans. J'ai littéralement été précipitée contre le mur à pleine vitesse. Vous parlez d'enlèvement, de programmation ? Non. Non, ils m'ont exposée à certains types de tortures, afin de s'assurer que jamais je ne ferais quelque chose qui puisse endommager les personnes qui appartiennent à ce monde. Sur le moment, je ne l'ai pas réalisé, ce n'est qu'après, avec le recul. Tout est arrivé de cette façon, ma vie précédente a connu une conclusion si extrême que je ne pouvais plus en supporter davantage. Je ne pouvais plus le supporter. Cependant, j'étais tellement solide mentalement que le rejet s'est exprimé à travers mon corps, mon propre corps. Je ne savais plus quoi faire. Il ne me restait plus aucune option. Voilà pourquoi j'aurais souhaité, comme plusieurs de mes collaborateurs, sur le chemin de l'alcool et de la drogue, vous comprenez ? Bien que la plupart d'entre eux soient morts, aujourd'hui, ma propre fin aurait été beaucoup plus ou moins difficile. Même si je sais qu'il y a encore des prête-noms en circulation, il y en a peu qui sont encore en vie. La plupart sont déjà morts. Moi aussi, d'une certaine façon, mais je suis toujours là. Il vous reste encore quelque chose à faire. Oui, on pourrait dire comme ça. On peut dire ça comme ça. Bref, je ne sais pas depuis combien de temps nous discutons, mais voilà, c'est le monde dans lequel je me suis retrouvée. Si vous avez des questions spécifiques, j'aurais aimé pouvoir vous donner des réponses plus concises, mais je ne vois pas comment. Je vous remercie pour tout ce que vous nous avez dit. Pour moi, cela représente beaucoup.